Alors, nous allons terminer avec la dernière présentation donc, de cette matinée. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Julien Ferretti, tout en livrée, magnifique, superbe tenue. Merci d'avoir fait cet effort vestimentaire pour Made. Donc vous êtes chef de projet culinaire R&D au centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, près de Lyon. Exactement, c'est à Écully. À Écully, absolument. Et donc, vous allez nous montrer, comme je le disais tout à l'heure, qu'à côté des techniques traditionnelles de recueil des données consommateurs sur les repas, voilà, des groupes conso, des choses comme ça, et bien évidemment, grâce au digital notamment, il y a des techniques aujourd'hui encore plus sophistiquées et, voilà, et qui sont complémentaires les unes des autres. Hein. L'une n'exclut pas l'autre. Voilà. Mais c'est ce que vous allez nous expliquer dans la demi-heure qui vient. C'est à vous. Bien sûr. Merci beaucoup. Peut-être juste la présentation pour... Vous avez la zapette, c'est à vous d'activer en principe. Voilà. Non, c'est bon. Parfait. Donc aujourd'hui, on va parler d'innovation et principalement de méthodes et différentes méthodes dans le cadre du développement et de l'évaluation de produits dans un contexte réel de consommation et comment ces méthodes évoluent en fait. Parce que les méthodes de consommation évoluent. Et justement, comment on recueille des données, on analyse des prototypes ou on essaye de recueillir des données sur une thématique particulière. Donc, vu qu'on va parler de contexte, je vais d'abord vous mettre dans le contexte du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse en vous présentant une vidéo.
Voilà, donc ça fait beaucoup d'images pour expliquer le centre de recherche dans l'Institut Paul Bocuse. En fait, on est composé d'une partie science et d'une partie plus appliquée, où en fait on fait un transfert des données scientifiques en sciences qu'on utilise et qu'on utilise en consulting avec des industriels. Notre but, c'est de créer des projets qui sont sur mesure pour des industriels dans le secteur de la restauration. Et en fait, on suit la chaîne de l'innovation, donc on part de l'acquisition de connaissances, on comprend un milieu, une population ou une thématique. On passe à la création de concepts, où on va développer une quantité de concepts assez impressionnante pour justement se faire une idée appliquée d'une thématique ou justement de ce qu'on a vu dans un milieu particulier. Puis on va faire du développement de prototypes et évaluer ce prototype en situation réelle de marché, donc faire du benchmark. On travaille avec des nombreux experts au sein de l'Institut Paul Bocuse. On a la chance d'avoir des experts techniques dans l'école qu'on utilise aussi en tant que consultants, donc des chefs pâtissiers, des chefs de cuisine, des mixologues, des maîtres d'hôtel, et qui ont différents, on va dire, différentes façons de fonctionner ou différentes expertises au sein de leur spécialité. Donc ça nous permet d'avoir vraiment une vue assez globale de tout ce qui entoure le contexte culinaire. Donc là, je vais vous présenter un peu plus en détail un des projets qu'on fait parmi les nombreux projets qu'on fait au centre de recherche. Donc là, par exemple, on travaille sur du développement de prototypes. On a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Biospringer, qui développe des levures aromatiques. Et on a utilisé, ou on met en valeur ces levures aromatiques à travers des pièces cocktails. Et donc justement essayer d'identifier les caractéristiques ou ce qu'apportent ces levures et sélectionner les meilleures bases, les meilleures solutions pour développer des produits. Et on a mis en avant les produits qu'on a créés sur le salon FIE à Francfort en 2017. Ça, c'est plus au niveau prototype pour vous donner une idée un peu globale de comment on opère pour de la création de prototypes. Maintenant, on va passer plus à l'acquisition de connaissances. C'est une étude qu'on a fait au sein du réseau partenaire d'écoles de l'Institut Paul Bocuse qui s'appelle l'Alliance. Donc c'est 20 écoles qui font partie, qui travaillent avec l'Institut Paul Bocuse pour du développement de connaissances. Et on a travaillé au centre de recherche sur la thématique de la mise en valeur des légumineuses et pour essayer de comprendre donc les différentes méthodes de transformation, la sélection des légumineuses dans différents pays, donc dans 8 pays différents. Et donc ça nous donne des informations qu'on peut utiliser par la suite en innovation quand on crée des nouveaux produits. C'était un peu rapide. Donc on va parler maintenant des différentes méthodes qu'on a pour évaluer des prototypes ou justement d'évaluer des concepts. Donc comme on disait, aucune des méthodes est meilleure que d'autres. Elles sont adaptées à des contextes et à ce qu'on veut analyser par rapport à un produit ou par rapport à une situation. Elles peuvent être aussi complémentaires si on fait des projets assez poussés. Et donc voilà, donc on part sur une première méthode, on reviendra par la suite un peu plus en détail sur chaque méthode, mais sur une méthode traditionnelle qui est l'étude sur site. Donc c'est l'étude d'un produit dans son milieu. Une deuxième méthode qui est chez nous donc un living lab, où on crée tout un nouveau contexte où on met en situation un produit et on invite des consommateurs qui sont nos clients pour tester nos produits. Et une application mobile qui fait référence au digital et qui est plus dans le contexte de la consommation actuelle. Surtout pour les populations jeunes qui sont un peu plus mobiles, donc pour les suivre dans leurs habitudes de consommation. Donc sur la première étude sur site, en fait, l'idée c'est d'arriver dans un contexte, on sélectionne une population cible, on essaye de définir si on veut analyser un produit ou un concept à l'intérieur de cette situation. Et on va utiliser différentes données
qui sont classiques, donc des questionnaires, des photos et des entretiens avec les personnes. On a un grand avantage, c'est que la personne est dans son environnement, donc on étudie vraiment la situation de consommation réelle. Par contre, les méthodes d'analyse qui sont utilisées vont interagir avec la personne, et vu qu'elle est dans son habitude, on va casser un petit peu le fil de son habitude, et donc on aura des données qui sont très intéressantes, surtout pour le qualitatif. Mais voilà, on est moins dans la standardisation des données. Surtout qu'on va dans certains endroits de consommation, dans des restaurations collectives, tout ça, on ne maîtrise pas forcément l'environnement, ou c'est d'autres équipes qui maîtrisent l'environnement. Donc l'idée, c'est d'étudier la consommation alimentaire générale, de réaliser, d'analyser si un produit est apprécié ou non par une certaine population, et de tester de nouveaux concepts. Par exemple, si on parle d'un restaurant, on va changer la luminosité du restaurant et étudier l'impact que ça aura sur la manière de consommer, et peut-être sur un produit qui va être plus consommé que d'autres dans une lumière rouge plutôt que dans une lumière bleue. Donc, voilà. Donc là, par exemple, on a fait, c'est des exemples d'études, mais une étude dans une maison de retraite, dans une EHPAD, dans le cadre donc c'est une doctorante qui a créé une méthode d'analyse photographique pour analyser la quantité de nourriture qui est restée dans les assiettes. Donc, ce qui nous permet, par exemple, si on sert 2 à 3 éléments dans une assiette, avec des photos standardisées, d'avoir des données utilisables, des données scientifiques utilisables dans des études. Donc voilà, et donc un projet où justement on arrive dans une maison de retraite, on donne un cahier des charges directement aux équipes qui produisent la nourriture et aux équipes de service, et qui nous permettent après coup d'analyser ou de mettre en situation par exemple ce projet. Un deuxième, donc là on change totalement de contexte, on passe à la restauration scolaire pour les jeunes adolescents, donc, ou les jeunes enfants. On est sur une étude où on essaye d'identifier le rapport des enfants aux légumes. Et justement, si l'intitulé dans la présentation sur un buffet d'un plat, l'intitulé peut changer la prise ou la consommation de légumes. Donc là, on arrive sur un domaine qui est pour moi le plus intéressant, parce que c'est où j'interagis, où vraiment on a une partie R&D qui est importante. Dans le premier cas, on crée, nous, des situations, donc on va créer des prototypes qu'on met en situation réelle. Ici, on va créer un concept. En fait, on part d'une page blanche, on a une salle de restaurant au sein du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse qu'on peut moduler à l'infini, on va dire. Et on a tout un processus de sélection sur toute l'étape de construction en fait, de ce restaurant, qui va définir en fait, le but de la création d'un contexte standardisé, c'est d'avoir des données qui soient claires et sans biais. Et donc justement, je vous ai fait une liste, mais qui est assez courte, de toutes les choses qu'on peut identifier. Par exemple, en salle, on peut regarder la distance entre deux chaises, ou la sélection des tables. Est-ce qu'on va sélectionner une table ronde ou une table carrée? Parce que ça va changer l'interaction entre les clients qui vont venir au restaurant. Aussi, comment le serveur va interagir et quelles informations il va donner au client qui va venir dans ce contexte de préparation. Et en cuisine, c'est aussi assez impressionnant. On va mesurer, par exemple, on va prendre en compte peser toutes les assiettes dans lesquelles on va servir les plats, parce que des fois, il y a des variations de 10 à 15 grammes, ce qui peut influencer, si on identifie à la fin la consommation d'une personne, pas mal. Enfin, au niveau nutritionnel, ça nous laisse un biais. On a aussi une standardisation de l'offre alimentaire, parce que on fait des études, par exemple, sur des populations qui vont suivre un traitement médical, et on va étudier
la façon de consommer avant de suivre ce traitement, pendant le traitement et après le traitement pour voir si justement le traitement a une influence sur la façon de consommer. Et là, on a besoin un contexte qui est standardisé, donc où, par exemple, en été, on va pouvoir faire une première étude en été et reproduire exactement la même étude en hiver, en standardisant exactement tout. Dans la salle, on va contrôler la température, on va contrôler la luminosité pour avoir les mêmes standards et recueillir des données les plus pures possibles. Voilà. Pour les méthodes de collection de données, on va utiliser des vidéos. Donc on a des caméras dans toute la salle, ce qui va permettre de filmer les clients pendant qu'ils sont en train de manger et étudier leurs gestes. Par exemple, au niveau de la consommation, on va faire le ratio en 1 minute, combien de bouchées elles vont prendre d'un certain produit, suivant par exemple la texture ou suivant l'assaisonnement de ce produit. On va aussi utiliser de l'audio pour justement analyser s'il y a de l'interaction entre les personnes et pour essayer de recueillir. En fait, toute l'idée de créer une enceinte, un nouveau contexte, c'est vraiment de mettre en situation les personnes, comme quand on crée un restaurant, de les mettre un peu sur un nuage. Et dans ce contexte, tout doit être le plus construit possible pour que la personne ne se rende même plus compte qu'elle est dans une situation de test où on va recueillir des données, mais vraiment dans une situation où on va où elle passe un moment avec des amis ou avec sa famille en train de manger dans un restaurant classique. Et on fait aussi passer des questionnaires. Maintenant, on utilise de plus en plus le digital parce qu'on retrouve des tablettes pour changer dans les restaurants maintenant les menus jour par jour et pour éviter d'avoir des supports papier. Et on peut aussi faire passer quelques questions sur l'appréciation directe des repas sur une tablette. Donc la personne a juste à remplir et on interagit le moins possible en fait dans ce contexte de consommation concret. Hop. Voilà. Donc là, on peut voir par exemple une vidéo, c'est le contexte. On a créé par exemple une cafétéria, on va mettre une sorte de ligne de self et on va essayer, essayer de comprendre. Là, c'était une étude sur la structure, par exemple l'ordre des aliments sur ce buffet. Est-ce que ça va avoir un impact sur la consommation et aussi sur le gaspillage alimentaire. Donc si la personne va se servir plus, si par exemple on va mettre de la nourriture assez grasse en avant dans le buffet sur les premières chaînes, si la personne va se servir plus et justement pas finir son assiette. Un autre contexte, dans un restaurant bistronomique, c'est une autre étude qui a été réalisée sur est-ce que sur un même volume de liquide, donc là de cocktail, l'impact du verre va jouer sur l'appréciation du client. Et donc on crée tout un environnement pour avoir aucun billet, encore une fois. Donc là, dans un restaurant bistronomique assez classique. Et justement, on va recueillir des données et on remarque que les verres allongés sont plus appréciés que les verres de type cocktail old school. Donc voilà. Donc une dernière méthode qui est une application smartphone qui s'appelle Flow. Donc c'est Food Lifestyle Observatory Worldwide. Donc c'est une application qui sert en fait à collecter des données. Donc c'est observatoire et à collecter des données dans le monde entier sur assez rapidement. Et en fait, une personne, on a joué, c'est une application unique qui a été créée par le centre de recherche. On a joué sur la tendance ou maintenant sur l'habitude des jeunes générations à utiliser leur smartphone pour prendre des photos, pour justement... il n'y a plus trop le téléphone devient une partie du repas et une partie de la consommation. Et on utilise cette opportunité aussi pour collecter des données. Donc là, justement... grâce à une application assez simple d'utilisation,
une personne peut prendre en photo son repas et justement, avec ça, on envoie quelques questions et ça nous donne des données qu'on peut analyser assez directement. Donc, voilà. Et donc là, par exemple, on a une étude au niveau d'un projet street food. On a analysé sur 3 différents pays les méthodes de consommation, on va dire, au niveau du snacking. Donc c'était en France, aux États-Unis et au Mexique. Et donc voilà, donc on fait une collecte de données par photo, on analyse aussi la photo. C'est aussi une façon d'analyser de la consommation hors domicile et hors restaurant, donc du snacking dans la rue, qui est assez difficile à analyser en données quantitatives, parce que justement c'est des consommateurs qui sont beaucoup plus difficiles à recueillir dans un même espace, vu que c'est plus du tout dans un restaurant qui mange. Donc là, ça permet d'avoir vraiment un aperçu des différentes méthodes de consommation. Voilà. Donc, merci. Merci beaucoup, Julien. Merci pour cette présentation. On peut l'applaudir, hein. Merci. Alors moi, j'ai 2 petites questions pour vous. D'ordre arithmétique, les 2. La première, c'est combien d'opérations comme ça d'analyse vous réalisez par an à l'Institut Paul Bocuse? Alors on a vu avec ces 3 méthodes, à peu près. Ça dépend. C'est très variable parce qu'il y a des analyses. On fait souvent des projets. C'est des projets qui durent sur 1 ou même 2 ans, ou même sur une étude de thèse. Où on va faire une première étude qui va être exploratoire, une seconde qui va être plutôt qualitative pour identifier des données et monter un questionnaire qu'on va passer après en quantitatif. Donc il y a beaucoup d'études qui se passent un peu en même temps. Sur des longues durées. Et il y a beaucoup, alors des études ou des études consommateurs, on va en réaliser dans notre Living Lab qui prend le plus d'importance, à peu près 4 par an. Sur des sessions d'1 semaine. Par contre, il y a un gros travail d'installation, de mise en scène quand vous installez une cafétéria, une cantine, etc. C'est du gros boulot. Ah oui, c'est comme si on créait un restaurant de A à Z. On n'a rien, on sélectionne tout et justement on doit tout quantifier en plus. Donc on doit préparer. Il y a toute une sélection au niveau des ingrédients qu'on va sélectionner. Par exemple, si on fait des études au niveau de la nutrition et des apports nutritionnels, on va plutôt privilégier des bases molles ou des marquants assez petits. Comme ça, si une personne prend une bouchée d'une purée, elle va avoir toutes les valeurs nutritionnelles qu'on retrouve dans une purée. Par contre, si c'est des légumes qui sont coupés grossièrement avec un mélange de légumes, on ne sait pas si elle va prendre 3 morceaux de poivron et 2 morceaux de patates ou un morceau de poivron. Donc c'est toujours, il y a beaucoup, on remet aussi, c'est assez impressionnant, on remet en question toute la façon de consommer, on la déstructure pour la reconstruire après en essayant d'éliminer le maximum de billets possible. Mais ça prend des quantités assez folles. Et alors, la deuxième question, c'était, j'imagine que pour une entreprise qui souhaite utiliser vos services, j'imagine que c'est sur devis que ça se passe. Ça veut dire oui. Voilà, un restaurateur, une chaîne de restaurants qui veut voir justement, comme vous disiez tout à l'heure, l'exemple de la cafétéria, dans quel ordre faut-il mettre les aliments pour voir le gaspillage, si le client va prendre plus d'aliments, si on met les gras en tête, etc. J'imagine que c'est sur devis, vu le travail d'installation qu'il y a, etc. Bon, c'est à chaque fois à la carte. Oui, bien sûr, surtout tout est modulable, donc c'est une création nouvelle pour chaque situation. Pour chaque étude, ça peut être soit un produit, soit un contexte ou une étude scientifique. Donc c'est un travail assez impressionnant. Donc oui, bien sûr, il y a un... C'est sur devis. Et quand vous dites qu'il y a des caméras qui permettent de filmer les convives autour de la table, est-ce que le but c'est effectivement de reproduire autant que possible les conditions naturelles. Le fait d'être filmé, est-ce que ça n'introduit pas un biais justement? Est-ce que les gens sont naturels et se comportent comme ils se comporteraient naturellement, sachant qu'ils sont filmés, ou est-ce que ça les gêne quelque part? Justement, il y a c'est toute une expérience. C'est comme quand
on crée un restaurant, l'expérience, c'est pas seulement quand on rentre à l'intérieur du restaurant, mais c'est tout ce qui se passe avant. Donc là, c'est toute l'interaction qu'on a avec justement les consommateurs qui vont être nos clients durant cette étude, qu'on informe, qui vont être filmés et tout ça. Par contre, on le rementionne pas pendant l'étude. Donc en fait, au bout d'un moment, si le concept est bien construit, elles vont se relâcher et justement c'est là qu'on identifie un peu les comportements de consommation, parce que même les personnes qui mangent, elles les remarquent même pas. Donc c'est vraiment on va identifier, on ne sait pas par exemple, surtout qu'on fait des tests souvent sur une durée assez longue, donc sur 4 étapes, donc elles vont revenir 4 fois à ce restaurant pour tester un produit avec des variations. On peut faire des variations de texture, des variations d'assaisonnement, et donc voir leur réaction face à ce nouveau produit. D'accord. Donc nous, ça nous permet vraiment d'avoir des données et voir la situation réelle. Ok, super. Alors, avez-vous des questions pour Julien sur son intervention, sur sa présentation, et donc sur ses méthodes de collecte des données consommateurs en situation? Oui, monsieur. Alors voilà, on va vous faire passer un micro. Alors, je vais vous passer le mien. Bonjour, Maximilien Carnbo. Je voulais savoir au niveau international sur le Flow, le système Flow que vous avez mis en place sur les mobiles. Oui. Quel pays vous couvrez? On a plusieurs opportunités vu qu'on a un réseau d'écoles partenaires assez grand. Donc déjà, on a toutes les... Enfin, même sur des études au-delà du Flow, on peut travailler avec de nombreux pays. Après, c'est tout un recrutement en fait. Si on s'attaque à des pays qui sont un peu plus reculés, où l'utilisation des applications mobiles est soit un peu plus compliquée, ou où on n'a pas forcément des relations avec, on va mettre plus d'efforts pour accéder à ces pays. Mais normalement, avec une application pareille, maintenant, tout le monde a accès à un téléphone et accès à un appareil photo sur le téléphone, donc il n'y a pas de limite réelle. Oui, merci. Une autre question peut-être pour Julien? N'hésitez pas. Hein. Et puis je vous rappelle que les intervenants ensuite se rendent dans le cabinet expert juste à côté, l'espace expert, pour échanger avec vous si vous le souhaitez de manière un peu plus approfondie. Voilà. Une autre question? Non? Tout le monde a faim peut-être? Ah bah oui. C'est le plus important. Et surtout envie d'aller évidemment voir nos exposants sur le salon. Ok, super. Bon, parfait. Julien, merci encore. Merci. Et puis bon salon à tout le monde. Et on se retrouve ici à 14h pour la première intervention qui sera une présentation de l'Institut Nielsen, Isabelle Keffer, donc avec des données marché exhaustives comme d'habitude avec Nielsen. À tout à l'heure.